Nous sommes en Bretagne, dans les landes de l'Envaux, vers le sud du massif armoricain. Vous avez là des grandes étendues de landes qui, en été, prennent le vert des prés et des bois, l'or des genêts, des ajoncs. C'est vrai que imaginez une grande fresque vert pâle constellée d'or, d'une certaine manière. Et entre deux crêtes boisées, où le promeneur peut tomber nez à nez avec des menhirs, qui, en un temps éloigné, ont dominé ce paysage, une vieille route sinueuse descend vers un petit village, le village assez discret de Colpeau. Si vous n'êtes pas averti, si on ne vous l'a pas dit à première vue, vous ne distinguerez pas Colpeau des autres villages du Morbihan. Et pourtant, on va pousser la porte de l'église. Entrons dans cette église où l'air est frais et chargé d'humidité. Vous savez, ça sent un peu l'encens froid. Par les vitraux, une lumière un peu diaphane va glisser sur la pierre et révéler dans une chapelle latérale un sarcophage. Il est là, le sarcophage, ombre massive, monumentale. Il est taillé dans un granit clair, orné de croix, de feuillages qui ont été finement sculptés. Et puis surtout, vous avez des abeilles gravées dans la pierre. Ah, ça, c'est déjà une indication très intéressante. Qu'est-ce qu'elles font là, ces abeilles ? Autour de deux initiales qui apparaissent là bien nettement, NB. Est-ce que on est aux Invalides ? Non, on est bien dans le Morbihan. En s'approchant, l'inscription permet de comprendre de quoi il s'agit. Napoleon Elisa Bacciocchi, né à Lucques le 3 juin 1806, décédé à Cornerouette le 3 février 1869. Aujourd'hui, ce nom ne dit plus grand-chose à grand monde, Napoleon Elisa Bacciocchi, mais vous avez bien compris que nous entrons là dans la saga des Bonaparte, et Napoléon Elisa Bacciocchi n'est autre que la fille de l'aînée des sœurs de l'empereur, la célèbre Elisa Bonaparte, devenue princesse de Lucques et de Piombino, puis grande duchesse de Toscane. Son père, Félix Bacciocchi, officier corse, a été anobli par la grâce impériale. Quant à la petite Napoléon Elisa, elle est donc née à Lucca, Lucques, en 1806, et elle est l'unique fille survivante de la sœur de Napoléon et de Félix Bacciocchi. Autrement dit, une enfant des palais italiens, élevée dans l'atmosphère d'une des cours les plus raffinées de l'Europe de l'époque, au cœur du dispositif politique conçu par Napoléon pour toute sa fratrie. Vous savez que Napoléon avait placé ses frères, ses sœurs sur tous les trônes d'Europe. Elle porte même le prénom de son oncle comme une sorte de rappel constant de la dynastie à laquelle elle appartient, Napoléon. Avec un accent, hein. Ce n'est pas Napoléon comme quand le jeune Bonaparte avait débarqué sur le continent pour aller faire ses études. Non, on a féminisé le prénom de l'empereur. Difficile dans ces conditions d'imaginer que la nièce de Napoléon ait fini ses jours dans cet endroit totalement perdu du Morbihan. Et bien pourtant, c'est bien là, à Colpeau, que repose cette princesse, aujourd'hui presque anonyme, et qui a laissé une empreinte durable sur cette terre qu'elle avait choisie, sur cette terre qu'elle avait aimée. Alors on va essayer de résoudre un peu l'énigme de la présence ici de cette princesse impériale, et pour ça il faut remonter quand même quelques décennies en arrière, au moment où l'Empire tombait et où pour Elisa Napoléon allait commencer la deuxième et plus longue partie de son existence. Franck Ferrand sur Radio Classique. Déjà, dites-vous que quand elle était née, donc en 1806, l'Empire français était à son zénith. L'Empire napoléonien était au maximum, ou quasiment, parce qu'on peut dater l'apogée de l'Empire en 1807-1808. Vous voyez, sa mère, Elisa, est donc grande duchesse de Toscane. Elle règne sur cette Toscane. Sa famille occupe, je vous l'ai dit, des trônes dans toute l'Europe. Rien ne semble pouvoir arrêter l'irrésistible ascension de ce Corse devenu empereur des Français et de Napoléon.
Et puis arrive, vous le savez, la campagne de Russie. On peut dire qu'à partir de 1812, les défaites s'enchaînent. Les royaumes que Napoléon avait confiés à sa famille vont s'effriter, vont même tomber l'un après l'autre. Et en 1814, alors que l'empereur abdique une première fois, Élisa, sa sœur, doit fuir Florence sous les quolibets. Oh, ça n'est pas une fuite bien glorieuse. Elle va se replier à Lucques, justement, merveilleuse ville de Lucques, qui est la cité natale de Puccini, par ailleurs. Bref, enfin, qui le sera. Elle se réfugie ensuite à Gênes, et puis à Bologne, toujours traquée par l'avancée des troupes austro-anglaises. Et il y a sa petite fille de 8 ans à peine avec elle, la petite Napoléon Élisa, qui suit sa mère dans ses déplacements précipités. Comment est-ce qu'elle vit ça, cette enfance? Difficile de le savoir, évidemment. En 1815, après les 100 jours, et après Waterloo, bien sûr, c'est la seconde abdication qui scelle l'effondrement définitif de l'ordre napoléonien. Et à ce moment-là, la famille se disperse. Les frères et sœurs sont sous surveillance, souvent contraints à l'exil. Élisa Bonaparte obtient l'autorisation de se retirer dans le Frioul à Trieste, qui est un territoire autrichien, Trieste bien entendu. Elle possède là un splendide palais et un domaine agricole où elle va se passionner pour les fouilles archéologiques, et c'est dans ce cadre que Napoléon Élisa va grandir, non plus cette fois comme la fille de la grande-duchesse de Toscane, mais bien comme la fille d'une souveraine déchue, surveillée de près par les autorités impériales autrichiennes. L'enfant a connu la gloire impériale, les révérences, les beaux habits officiels, et maintenant elle comprend ce que c'est que de porter le nom de Bonaparte dans une Europe où les restaurations monarchiques partout ont chassé les Bonaparte. En 1820, la mort de sa mère la laisse orpheline à 14 ans. Et 4 ans plus tard, on va la marier au comte Filippo Camerata Passione di Mazzoleni, qui appartient à une vieille famille pontificale un peu désargentée, il faut bien le dire. Bon, quand on est une napoléonide en exil, ça reste un parti acceptable. Et avec ce comte Filippo, elle va avoir un fils, Charles-Félix Jean-Baptiste, qui naît en 1826. On peut pas dire que ce soit un mariage heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Élisa va s'émanciper de cette union et désœuvrer désormais, restant totalement irradiée par la gloire déchue de cet oncle qu'elle a admiré. Il semble qu'elle ait été jusqu'à imaginer une conspiration pour porter au pouvoir son cousin, le duc de Reichstadt, le fils de Napoléon, vous savez, l'aiglon qui vivait là-bas à Vienne. Bon, la conspiration n'a pas été bien loin, sauf qu'elle lui a valu quand même une assignation à résidence à Canale d'Inzonzo, et ça c'est un vaste domaine qui se trouve aujourd'hui en Slovénie, et c'est là qu'elle va s'initier à la gestion des exploitations agricoles. Drôle de destin d'une certaine manière. Et il y a toujours les agents autrichiens qui sont là, jamais très loin, qui la surveillent, qui la retiennent. On ne va pas laisser une Bonaparte circuler librement dans cette Europe post-impériale, bien sûr. Sauf que en France, le monde est en train de changer. Que les choses sont passées d'abord à la monarchie de Juillet, c'est-à-dire que c'est un roi constitutionnel qui a succédé à Charles X, et la monarchie de Juillet elle-même va finir par vaciller, avec, pendant tout le temps du règne de Louis-Philippe, des idées bonapartistes qui regagnent du terrain, avec un nom qui peu à peu s'impose. Le nom du prince Louis-Napoléon Bonaparte, un autre neveu de Napoléon Ier. Et pour Élisa, après 30 ans d'exil, évidemment, la gloire nouvelle de ce cousin est en train de changer un peu la donne. Elle se dit que c'est une porte qui s'ouvre. Elle se dit qu'elle pourrait bientôt rentrer en France. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai appris récemment qu'on donnait à Napoléon III le surnom de Boustrapa, parce que ce sont les initiales, enfin les premières syllabes des villes où il avait tenté ses coups d'État. Vous savez, à Boulogne-sur-Mer, à Strasbourg, tout ça a échoué. Et puis finalement, il y aura, après son élection par la voie démocratique en décembre 1848, comme président de la Deuxième République, il y aura le coup d'État de 1851 qui, celui-ci, va restaurer le Second Empire.
quand même, ça ne s'est pas fait tout seul, tout ça. C'est la Constitution. Et d'ailleurs, là, il y a une responsabilité de Tocqueville dans cette affaire. Hein. C'est cette Constitution de la Deuxième République qui empêchait la réélection du président de la République et qui a, d'une certaine manière, hâté ce coup d'État sous l'égide du duc de Morny, de Persigny. Enfin, vous connaissez cette histoire. En tout cas, ce coup d'État du 2 décembre, le 2 décembre c'était le jour du sacre et celui d'Austerlitz, hein. Ce coup d'État du 2 décembre 1851 lui a permis de dissoudre l'Assemblée, de faire adopter une nouvelle constitution et donc le Second Empire sera proclamé le 2 décembre 1852. Voilà que Louis-Napoléon, prince-président, devient l'empereur des Français, Napoléon III. C'est une page qui se tourne pour la France, mais c'est surtout une page qui se tourne pour tous ceux que l'Europe de la Restauration avait mis à l'écart. Tous ces napoléonides que les circonstances politiques avaient un peu chassés, non seulement de leur trône, mais de la scène politique, y reviennent. Après 30 ans dans l'ombre des cours, le nom de Bonaparte devient de nouveau un laissez-passer. Elisa est donc invitée à revenir en France. Elle est faite princesse Bacciocchi avec qualification d'altesse. Elle est créditée de revenus qui sont tout à fait confortables. Alors, on pourrait se dire que pour elle, c'est le moment du bonheur. Eh bien non, parce qu'en 1853 arrive le suicide de son fils unique, qui est évidemment une tragédie indicible. Elisa est totalement bouleversée. Elle va délaisser la cour, on ne la voit pas aux Tuileries. Elle se réfugie dans son château près de Melun, à Viviers-les-Ruines, et elle va se consacrer là à l'exploitation de son domaine agricole, puisqu'après tout, c'est le savoir-faire qu'elle avait acquis, rappelez-vous. À Viviers-les-Ruines, l'étude des méthodes agricoles finissent par attiser quelque chose en elle. Il se trouve qu'Elisa est une exploitante de choix. Elle excelle dans son nouveau métier. Le 7 juin 1855, Napoléon va lui remettre, 1855 ça vous met la puce à l'oreille, hein, on est en pleine exposition universelle bien sûr, eh bien son cousin va lui remettre une médaille d'argent pour sa présentation d'une vache pie noire. Il y a quelque chose là de très tendre en quelque sorte dans cette sorte de prime à l'agriculture au sein de la famille Napoléon, la famille Bonaparte. Alors, les activités agricoles vont l'amener à fréquenter un certain nombre de Bretons, dont la veuve du général de Lourmel, qui est née à Pontivy. Et Pontivy, c'était Napoléonville à l'époque. J'avais eu l'occasion de vous raconter l'histoire de Napoléonville. Et il se trouve que ce général de Lourmel était auteur d'une étude sur la mise en valeur des landes de Bretagne par le défrichement et l'ensemencement des bois. Et ça passionne Elisa. Et puis, il y a aussi le chambellan honoraire à la cour et conseiller général du canton de Grand-Champ dans le Morbihan, le comte de la Bourdonnais, qui lui parle de sa région, qui lui parle de la misère des paysans bretons. Et entre Lourmel et la Bourdonnais, Elisa se sent en quelque sorte appelée vers la Bretagne. Et puis, il y a, disons-le aussi, le projet de Napoléon III pour la Bretagne. C'est vrai qu'en Bretagne, on est resté très, très fidèle au régime monarchique, au régime royal, je veux dire. Il y a une forme d'opposition que l'empereur souhaite briser en implantant des colonies agricoles modèles. Et bien voilà, c'est un travail, ça, pour la princesse Bacciocchi. En 1857, elle se rend donc en Bretagne pour préparer la visite de l'empereur. Et elle décide d'acquérir là-bas des terres, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça se soit fait sans difficulté, parce que la population locale n'était pas tout à fait d'accord. En s'établissant dans le Morbihan, écrit Poulain-Corbion dans son récit du voyage de leur majesté, l'empereur et l'impératrice en Bretagne, en s'établissant dans le Morbihan, le plus abandonné, le plus pauvre jusqu'à présent des départements de la Bretagne, au cœur d'un arrondissement, d'un canton aujourd'hui profondément pacifié, mais qui furent autrefois le plus ardent foyer de la chouannerie, Madame la princesse Bacciocchi ne sait point dissimuler les difficultés qui l'attendraient dans son exploitation. Et finalement, c'est sur les landes de l'Envaux,
Vous voyez que la boucle commence à se boucler. C'est à Grand-Champ que la princesse s'installe. En 1858, elle achète des terres. Elle commence la construction d'une résidence et de 3 fermes à Cornerouette. Elle développe toutes sortes de techniques, l'utilisation d'une charrue à vapeur, c'était très nouveau à l'époque. Elle encourage les progrès de l'agriculture avec la création d'un concours, des encouragements à l'élevage, à l'agronomie. C'est toute une époque. Vous savez, toute la deuxième moitié du 19e siècle se passionne pour ces questions. C'est la grande époque des comices agricoles. Et elle pose la première pierre d'un grand œuvre, transformer un pays rude en une sorte d'exploitation modèle. Et si après tout la Bretagne devenait un champ d'expérimentation pour une agriculture nouvelle. C'est ça son idée. À l'époque, Colpo n'existe pas encore, mais dans l'esprit de la princesse, il y a une ville future là qui commence à se dessiner. Elle ne le sait pas encore, mais c'est dans ces landes bretonnes que rien ne prédestinait à porter une empreinte impériale, évidemment. C'est là qu'elle va laisser une empreinte, et une empreinte durable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et depuis Paris, l'empereur suit le projet de sa cousine. Il encourage la transformation du domaine en une colonie agricole. Pour cela, il faut non seulement des fermes, mais un village. Élisa se met à la tâche. Le 4 juin 1864, elle obtient l'érection de Colpo en commune. Bon, c'est pas très compliqué quand on est la cousine de l'empereur, vous allez me dire. Bref, l'année suivante, Napoléon III l'assure de son concours financier à l'occasion d'une visite officielle et les travaux commencent. Dès 1866, c'est un architecte nantais, il s'appelle Joseph Chenantais, qui va se mettre au travail et on édifie une église, un presbytère, une mairie-école, un hôpital, mais oui, et puis bien sûr des maisons d'habitation organisées autour d'une avenue centrale avec aux deux extrémités, l'église et une fontaine à colonnes surmontée du buste de Napoléon III. Vous voyez qu'on n'est pas loin d'un projet modèle. Le Morbihan n'attendait rien d'une princesse venue d'Italie. Eh bien, voilà qu'il voit s'installer cette figure singulière, actrice fervente de la modernisation rurale du Second Empire. Et les gens sont bien obligés de constater qu'elle fait du bien autour d'elle, cette femme. Et le Morbihan va finir par s'habituer à cette princesse, j'allais dire à sa princesse devenue agricultrice et qui parcourt à cheval des terres qu'elle a réussi à amender, qui s'intéresse au rendement, mais qui s'intéresse aussi à la condition des paysans, qu'elle va améliorer autant qu'elle peut. Et croyez-moi, dans le Morbihan de la fin du 19e siècle, il y avait du travail à faire. À sa manière, on peut dire de Napoléon Élisa qu'elle incarne la modernisation telle qu'on la voulait sous le Second Empire. Alors derrière l'activité fébrile, il y a les ombres, je vous l'ai dit, l'exil de sa jeunesse, la mort de sa mère, le suicide de son fils, bien sûr, la disparition successive de presque tous les Bonaparte de la première génération. Elle est en quelque sorte la dernière survivante d'une lignée brisée, Napoléon Élisa. C'est tout un monde perdu qu'elle porte avec elle et qui va disparaître avec elle, donc le 3 février 1869 à Colpo. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait le calcul, oui, elle avait 62 ans. Napoléon III a décrété un deuil de 10 jours quand même. On ne peut pas dire du tout que cette cousine bretonne ait disparu dans l'anonymat. Il va faire envoyer les carrosses et les voitures de la cour, affréter des trains, et comme il ne peut pas se déplacer lui-même, il se fait représenter par le prince Joachim Murat, le petit-fils de Murat, ainsi que par son ministre de la guerre. Et toutes les autorités civiles et religieuses de Bretagne font le déplacement. Ainsi, nous dit Stéphanie de Franqueville, qui a écrit un livre sur cette improbable princesse Bonaparte, un livre paru aux éditions Maya, ainsi que 15 000 Bretons venus rendre un dernier hommage à leur bienfaitrice de Bretagne. La nouvelle avait couru les landes verglacées, dit-elle, traversé les chemins creux et atteint les minuscules hameaux où les masures enfouies sous les toits de chaume abritaient ces paysans qu'elle avait tant aimés. Du plus profond des villes et des villages de Bretagne, à pied ou en charrette pour les plus riches, tous, ils avaient tenu à venir. Près de 15 000 personnes assistèrent ainsi aux obsèques de celle qui a étouffé ses propres douleurs pour adoucir celles de ceux qui souffraient. Vous écoutez Radio Classique.